Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Dov Alphon, auteur d'un livre paru en France il y a quelques mois, mais qui depuis a été traduit dans le monde entier. Unité 8200 aux éditions Liana Levy. Dov Alphon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente, vous êtes journaliste, vous avez été rédacteur en chef du quotidien Haaretz et aujourd'hui vous êtes correspondant de ce journal à Paris. Vous êtes aussi, il faut le dire, à propos de ce livre, ancien officier des services de renseignement. Il faut le dire parce qu'Israël est un des rares pays où on peut cumuler ces deux fonctions. On peut avoir été journaliste ou être journaliste et ancien officier du renseignement. On s'en mêle pas les casquettes avec ces deux fonctions? D'abord, elles sont successives, donc non, mais c'est vrai, d'abord, je pense que les deux métiers sont assez liés du point de vue des demandes du métier. Quand on est rédacteur en chef d'un journal, il y a des tonnes d'informations et il faut choisir celles qui semblent pertinentes, intéressantes et envoyer des gens trouver un autre angle ou approfondir. C'est un peu ce que fait un officier de renseignement. Donc déjà, les deux métiers se touchent. Mais c'est vrai qu'en Israël, comme l'armée le service militaire est obligatoire au sens le plus large et le plus profond du terme, je pense que effectivement, dans d'autres pays, ça donnerait lieu peut-être à un haussement d'épaule, mais non, ça m'allait très bien. Alors, on s'en aperçoit en vous écoutant, vous êtes né à Paris, vous y avez vécu jusqu'à l'âge de 12 ans, je crois, et votre famille est allée s'installer en Israël à cause, dites-vous, d'un épisode d'antisémitisme. D'abord, ma mère, donc je viens d'une famille juive tunisienne. Mettons les choses à plat tout de suite. Donc ma mère déjà était sioniste. Je m'appelle Dov parce qu'elle avait lu quand enfant un livre sur Dov Gruner, le fameux le grand héros de Jabotinsky et de l'Irgun et de Menachem Begin plus tard qui le citait. Donc je m'appelle Dov pour lui et forcément vous voyez bien donc une famille sioniste juive tout à fait typique de celle qui arrivait à la fin des années 50 et au début des années 60 à Paris. Maintenant, ce sionisme n'a pas donné lieu à une alia immédiate. Nous avions des cousins et des oncles qui étaient montés en Israël, mais nous étions très heureux à Paris. Et à un moment, effectivement, ce sionisme d'arrière-pensée est devenu d'actualité brûlante quand ma mère a ressenti un incident antisémitisme. C'est dans les années 1972. Donc ce n'était pas la mode, mais ça existait quand même. Et donc, on a fait notre alliage. En 3 semaines, j'étais sur un bateau de la Tzim qui m'a amené vers un pays que je connaissais très peu. Donc, il y avait l'aventure, en étant gosse. Soudain, au beau milieu de l'année scolaire, on vous arrache à vos cahiers, à vos cartables. Mais d'un autre côté, bien sûr, le contraste est saisissant. Et je pense qu'une part de ma personnalité, qui d'ailleurs se reflète un peu dans ce livre, vient de ces contrastes, de ces changements. C'est une histoire juive, en fin de compte, presque classique. Mais quand on la vit, bien sûr, ça a une signification profonde. Alors, on va parler du livre parce que c'est un livre passionnant où on découvre une facette d'Israël qui n'est pas connue et pour cause. Le roman s'ouvre à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle, où un citoyen israélien est enlevé en plein jour par une jolie blonde et il disparaît et il passe sous les radars. Est-ce que vous êtes parti d'un fait réel? Non. La première scène a été totalement inventée.
Elle est nécessaire parce que il me fallait un grain de sable dans l'engrenage de l'intrigue, de la machination, et donc il fallait que quelque chose se passe qui n'était pas prévu. Et bien sûr, si je m'étais basé sur un fait réel, le lecteur se serait dit bon, ça je connais. Donc il était essentiel pour moi que le premier chapitre, au contraire, donne lieu à une surprise du lecteur qui doit se dire tiens, ça pourrait marcher comme ça, je n'y ai jamais pensé. Alors, on sent que vous avez appartenu à cette fameuse unité qui donne son nom à votre livre, 8200. On dit d'ailleurs 8200. Oui, les initiés disent Shmone Matayim, donc 8200. Il y a beaucoup de vécu dans la description des intrigues de couloir, des jalousies internes, des cafouillages. Tout ça est très bien raconté et j'imagine que tout cela est reconstitué, mais quand même un peu romancé. Bien sûr, bien évidemment. Mais ceci dit, vous savez, le roman d'espionnage en thème, même en genre, c'est l'essentiel, c'est que le héros fasse quelque chose contre l'avis de sa direction. En fait, votre rôle est de faire quelque chose contre l'avis de vos supérieurs. Et c'est là de John le Carré à James Bond, on peut passer tous les grands, ils font de même. Donc j'allais sur leurs empreintes, mais en même temps, il me paraissait essentiel de rétablir une vérité. En France, comme ailleurs, on a tendance à voir les services secrets israéliens comme le Mossad. C'est à peu près tout ce que les gens connaissent. Or, le Mossad de nos jours ne contribue que 10 à 15% des informations militaires dont Israël a besoin. Près de 80% sont fournis par l'unité 8200, donc par l'armée, non pas par un service civil. Unité 8200 fait partie de Tzahal. Et alors, premier résultat, c'est que les opérateurs de l'unité 8200 sont très jeunes. Ils ont forcément entre 18 et 22 ans, puisque c'est leur service militaire obligatoire. Et ça va changer leur élan, leur talent technologique, bien sûr, mais aussi leur façon de se conduire en tant qu'espion. C'est très différent du Mossad. Ça me semblait important de rétablir cette vérité et je pense l'avoir fait dans ce roman. Et c'est en même temps un roman d'initiation, puisqu'on voit des jeunes évoluer. Vous avez voulu une unité de temps dans le livre, mais pas une unité de lieu, parce qu'il y a de multiples lieux. Il y a la mafia chinoise, il y a les Russes, il y a la DGSE, il y a une belle lieutenante Oriana Talmor, très très efficace. Et puis aussi des victimes qui se succèdent à un rythme effréné. Vous êtes un peu amusé quand même, mais c'est comme ça que ça se passe ? Non. C'est vrai que je voulais en même temps un livre où il soit impossible de s'ennuyer. C'est Ian Fleming, le grand patron, puisque c'est l'auteur des James Bond, qui avait envoyé à son éditeur le premier manuscrit par la poste et lui avait écrit « Je pense que c'est un livre pour des lecteurs in plane, on train or in pain », je vais traduire dans les airs, dans les chemins de fer et sur une civière. Et dans les mers. Oui, puisque c'est aussi pour des gens souffrants ou quoi. Il fallait qu'il soit impossible de s'ennuyer parce que si c'est un vol long courrier, vous lisez mon livre, vous voulez vraiment que ça dure le plus longtemps possible et que le suspense soit là. Et c'était un peu le but. Donc, ce sont des codes du genre que j'ai fait jouer, mais dans la vie réelle, généralement, ça prend beaucoup plus que 28 heures, qui est la trame du temps de mon roman.
Alors comment dire, il y a des choses très drôles quand vous racontez la bataille des pizzas à l'intérieur d'un service de renseignement. C'est hilarant, on dirait un sketch de Muriel Robin. Moi, je veux des olives. Non, moi, je veux des courgettes, etc. Finalement, un service de renseignement, ça ressemble à une vie de bureau, quoi. Bah oui, en plus, ils sont tous très jeunes. Donc, quelle garniture sur la pizza est une question existentielle à 19 ans. Et donc, c'était important de le montrer parce que la vie militaire israélienne est perçue, encore une fois, comme soit très dangereuse, un conflit, il y a une guerre, parce que c'est là que les reporters vont être, soit quelque chose qui peut être triste ou ennuyeux. Mais je voulais montrer que souvent, et certainement dans cette unité, ces jeunes conscrits vont s'amuser, et peut-être un peu trop. C'est là aussi l'un des points du roman. Vous dites à un moment donné, c'est drôle aussi, mais c'est peut-être un peu juste, l'arrogance est un caractère national en Israël, un peu comme l'élégance en France. Bah parce que il y a ce conflit entre le commissaire français et l'officier, Zeev Abadi, le colonel israélien, et l'autre tout de suite se braque et lui dit mais votre insolence et votre arrogance est incroyable. Alors bien sûr, Abadi va lui dire ben oui, c'est un trait national israélien, et voilà, c'est tout, quoi. Il y a une série télévisée qu'on voit très bien et qui est en préparation, si mes renseignements sont bons, sur le mode de Hatoufim, cette série qui avait beaucoup plu en France et ailleurs. Vous avez déjà une idée du casting? Vous allez être présent dans la réalisation? Je ne pense pas. Alors, les droits ont été achetés par Keshet qui fait non seulement Hatoufim, mais qui fait aussi False Flag, qui est maintenant sur Canal+, et beaucoup d'autres séries israéliennes primées et reconnues mondialement. Donc déjà, je suis très content. Et la coproduction est faite par une compagnie française grande et avec aussi plein de prix télévisés qui s'appelle Éléphant. Donc je pense que ces gens-là savent ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas besoin de moi entre leurs pattes pour choisir l'actrice qui va incarner Oriana ou l'acteur qui va être Abadi. Mais oui, je les rencontre et je suis ça de près, bien sûr. C'est quand même un peu mon bébé à moi. Il y a aussi, on voit passer un Premier ministre dans le livre qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un Netanyahou, et une femme du Premier ministre qui ressemble furieusement à Sarah Netanyahou. C'est vrai que Benjamin Netanyahou a demandé à recevoir le livre. Son cabinet a demandé, comme il n'achète jamais rien de sa poche. Donc on sait très bien ce qu'il demande à recevoir. Ceci dit, quand je l'ai écrit, je pensais plutôt à un mix des premiers ministres de la nouvelle génération, donc Ehud Barak, Ehud Olmert et Benjamin Netanyahou. Et je voulais accentuer le contraste entre ces trois-là, aussi talentueux qu'ils soient, et ceux de l'ancienne génération, donc Begin, Ben Gurion, Shamir, Golda, Levi Eshkol, etc. Et les différences sont saisissantes, pas seulement pour les Israéliens, bien sûr, mais pour le monde entier. On voit bien la différence. Ces trois-là ont été, donc Olmert, Barak et Netanyahou sont très influencés par leur période d'études aux États-Unis. C'est l'Amérique qu'ils regardent. Ils connaissent très mal l'Europe et ils pensent un grand pourcentage de leur temps à leurs intérêts personnels. Ce qui n'était, croyez-moi, pas le cas de Begin que j'ai suivi comme jeune reporter. Donc, ça m'était essentiel. Mais une fois que j'avais besoin d'une femme de Premier ministre, c'est sûr que la ressemblance à Netanyahou est devenue plus flagrante qu'avant. Il y a aussi le personnage d'Abadi. On peut dire que c'est un peu vous, non? Il est né en Tunisie, il a vécu en France avant de faire son India, et sa maman lui prépare de bons petits plats tunisiens.
Eh ben, oui, Il y a un peu de vous, quand même. sa maman ressemble beaucoup à ma maman et il me ressemble aussi, c'est sûr. Il est plus jeune et plus talentueux et plus sexy, etc. J'ai le droit quand même, c'est moi qui l'ai écrit, mais oui, il me ressemble. Et la voisine aussi, Madame Zerbib. Non, elle était inventée celle-là, mais elle pourrait exister, je pense. Mais c'est vrai que c'est plus facile quand même et surtout plus véridique. Je voulais que le lecteur se sente dans un terrain de vérité. À lire votre thriller, Dov Alphon, on a l'impression que l'espionnage aujourd'hui, c'est ça qui se dégage du livre finalement. Ça n'est plus les filatures d'antan et le renseignement tel qu'on nous le décrit à travers les livres. Mais là, pour vous, on passe son temps, j'ai l'impression, devant des petits écrans. Alors, d'abord, c'est la situation mondiale et non pas seulement israélienne. Comme aux États-Unis, l'unité NSA est aujourd'hui beaucoup plus importante que l'unité CIA, qui pourtant est beaucoup plus connue. Et c'est de même en Angleterre, c'est de même en Russie, et c'est certainement la même chose en Chine. Mais l'unité 8200 donc, comme je disais, ils sont tous très jeunes, a ceci de particulier qu'elle invente elle-même son matériel. Et donc leur département technologique, qui est très connu de la fameuse Silicon Valley aux États-Unis, va inventer des moyens d'espionner qui n'existent pas. Maintenant, dans le roman, encore une fois, James Bond, il y a bien sûr ce département, mais là, on est sur du vrai. Et donc, tout ce talent est à la fois talent d'espion, talent de traduction, mais aussi talent technologique. Et effectivement, cela va passer par des algorithmes, par des écrans, par de nouvelles technologies. Les Chinois sont de plus en plus présents dans ce monde-là. C'est bien sûr. Et quand on pense que un reporter en poste à Beijing a voulu vérifier cette fameuse surveillance et donc il a voulu voir en combien de temps 2 policiers vont frapper à sa porte s'il faisait une infraction mineure comme jeter un mégot de cigarette dans la rue. Ça a pris 18 heures. 18 heures, un personnage que personne ne connaît qui passe dans la rue et qui jette un mégot. Cela ne prend que 18 heures aux ordinateurs de savoir qui il est, de retrouver son adresse et d'envoyer 2 flics au petit matin chez lui. Donc, c'est évident que les Chinois, par le régime même qui gouverne la vie là-bas, est beaucoup plus avancé que d'autres. Ils ont un immense terrain de jeu qu'ils utilisent. Et forcément, cela fait partie du monde qui change, de la grande puissance américaine qui se retire de la scène mondiale, et des Chinois qui sont déjà très présents en Afrique, qui vont sans doute être très présents au Moyen-Orient, et il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. Ce serait une politique de l'autruche de ne pas le voir et de ne pas s'y préparer. Vous ne le dites pas dans le livre, mais dans une interview au JDD, vous dites que les Russes sont derrière tous les tremblements de terre qui ont ébranlé les démocraties d'Europe de l'Ouest, comme le Brexit ou même les Gilets jaunes. Vous ne poussez pas le bouchon un peu loin ? Je ne dis pas qu'ils sont derrière en ce sens qu'ils sont responsables de cela. Mais dès qu'un mouvement peut naître pour déstabiliser des démocraties occidentales, vous allez retrouver les mêmes opérateurs russes tout de suite à la tâche. À la tâche, c'est amplifier des désinformations, c'est choisir ceux qui sont susceptibles de les croire et donc en général de mettre la zizanie là où ils peuvent. Et le Brexit, c'est flagrant puisqu'il y a déjà un rapport des services secrets britanniques qui le dit. Donald Trump, c'est flagrant puisque c'est le Congrès qui l'affirme. Et les Gilets jaunes, on a entendu quelques déclarations de services de sécurité français qu'ils vérifient une possible intervention, mais ça demande bien sûr à être approfondi.
C'est quelque chose, encore une fois, où il est plus facile à chacun de dire non, j'y crois pas, je continue comme d'habitude. Je ne suis pas alarmiste. Mais il faut comprendre le monde où nous vivons, c'est là l'un des rôles d'un auteur, et certainement d'un auteur de romans policiers. Alors, entre les Français et les Israéliens, dans le livre, c'est très bizarre l'impression que ça laisse. C'est un mélange d'intimité, de complicité très forte, etc., et d'agacement. C'est comme ça que ça se passe ? Oui, je le pense. Vous savez, bien avant Unité 8-200 et bien avant que j'écrive ce livre, les relations France-Israël déjà étaient sujets à de nombreux livres de non-fiction, donc des essais, des livres d'histoire. Et en fait, c'est un grand roman d'amour suivi par un énorme désamour. Et c'est très, très violent. Quand on pense que jusqu'au début des années 60 et même après, la France était la grande culture israélienne par excellence. Quand on pense au nombre de vedettes françaises qui se sont produits à Echal HaTarbut à Tel Aviv, quand on pense au nombre d'Israéliens invités sur le plateau de l'ORTF chaque samedi soir, c'est presque dommage de voir un changement aussi radical et aussi violent. Et cela donne effectivement, sur le plan personnel, à des dialogues assez comiques. C'est des chocs de clichés. Mais c'est comme ça que je le perçois, oui. Vous avez été surpris par le succès qu'a rencontré votre livre, à la fois, pas seulement en Israël, mais dans le monde entier. Vous êtes, il y a des traductions, une vingtaine de traductions. Oui, en travail, oui. J'étais déjà très heureux que le livre ait été un très grand best-seller en Israël. Ça, je l'espérais. J'étais sur ce terrain-là, en fin de compte. Et il a reçu des critiques dithyrambiques, et il s'est très bien vendu. Et c'était le roman le plus vendu à la fois de 2016 et de 2017, donc 2 années successives. C'est bien sûr remarquable, et j'étais très content. Mais je ne pensais pas que des héros tellement israéliens pourraient trouver un public hors Israël. Et d'ailleurs, une de mes amies, qui est éditrice en Israël, m'a dit « Ton livre est tellement israélien, tes dialogues sont tellement israéliens que je ne pense pas qu'il puisse être traduit dans une autre langue. » Et effectivement, j'ai essuyé beaucoup de refus. En fin de compte, une maison un éditeur, je dirais, légendaire, appelé Christopher McLeod, qui a entre autres découvert Stieg Larsson de la série Millennium et Shigrou, énormément de littérature étrangère sont devenues mondiales grâce à lui. S'était pris de ce roman de 3 chapitres qu'il a lu traduit, et tout de suite, dès qu'il a acheté les droits, il y a eu une ruée sur les droits du livre, et ça s'est vendu en 12 langues en 3 mois. Tout de suite, le questionnaire Pont-Neuf. Dov Alphon, vous connaissez le principe, il faut on y va, mais il faut une phrase, pas plus d'une phrase. Vous êtes plutôt Simenon ou vous êtes plutôt John le Carré? Je dirais Simenon parce que, en fin de compte, j'ai un peu l'impression que John le Carré, ça ne m'intéresse plus tellement. Et Simenon, ça m'intéresse presque tous les jours. Vous êtes plutôt Spirou ou vous êtes plutôt Tintin? Alors là, ce n'est pas un choix objectif, parce que j'étais abonné à Spirou et ils ont publié mon premier texte quand j'avais 8 ans. Donc ça sera Spirou à 100%. Êtes-vous Facebook ou êtes-vous Twitter? Je suis les deux. Je suis Instagram, je suis Twitter, je suis Facebook, je suis Tumblr, je suis partout. Êtes-vous plutôt Beatles ou plutôt Rolling Stones? Je dirais Beatles. Je pense que l'harmonie de leur mélodie restera pour toujours, tandis que les Rolling Stones, c'est vraiment pour être en scène, pour les voir, et donc ça ne durera pas une éternité. Êtes-vous, c'est la dernière question, et vous avez un tout petit peu plus de temps, êtes-vous Ben Gourion ou êtes-vous Jabotinsky?
Je serais tenté de dire ni l'un ni l'autre ni les deux, mais examinons cela. Évidemment, à lire les écrits, je serais plutôt Jabotinsky. D'abord, c'est une prose admirable. Il voit très bien le monde où on va, il comprend très bien le Moyen-Orient, il est lucide. Mais d'un autre côté, dans le test de la réalité, qui pour Israël est majeur, Jabotinsky n'a rien réussi à faire. Il est resté à Paris de très longues années, alors que déjà le Yeshuv commençait à prendre tournure. Et donc, si Israël existe, c'est grâce à Ben Gurion. Vous allez poursuivre après ce premier succès ? J'espère, oui, j'espère. Mais je ne promets rien. Merci Doval Fun, c'était Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Nous recevions aujourd'hui Doval Fun qui a publié donc en français le livre, son livre qui a beaucoup de succès, Unité 8200, c'est comme ça qu'il faut dire, aux éditions Liana Lévy. Belle semaine à tous.